En 2020, capitales et grandes villes subissent de plein fouet le choc de la pandémie de Covid-19. Les mots de distanciation sociale, de confinement et de couvre-feu sont sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. Paris, frappé en plein cœur, n'échappe pas à la règle et assiste impuissante au ralentissement de son pouls. Le quotidien des piétons pressés, des automobilistes énervés, des terrasses de café bruyantes et des transports en commun bondés a laissé place à une image de Paris désertée, figée dans un calme surréaliste. Mais cette situation inédite a permis de découvrir Paris sous un nouveau jour. Il suffit de tendre l'oreille, d'écouter. Le fond sonore du quotidien, où se mêle le tumulte de la foule et les bruits de la circulation, a disparu. Paris semble devenu une ville fantôme, un tableau sans personnage. En temps normal, on ne retient de la circulation que ses embouteillages, ses dangers, ses gaz d'échappement et sa pollution sonore. Cette même circulation est l'objet de débats passionnés, politiques ou citoyens, sur son impact sur la santé et l'environnement, sur la place de tel ou tel moyen de déplacement dans notre société, voire notre civilisation. Il n'en demeure pas moins que la circulation est indissociable de l'espace urbain parisien. Qu'il s'agisse de la circulation de personnes ou de véhicules, ou qu'il s'agisse des infrastructures qui supportent ou organisent cette circulation, le sujet est vaste et potentiellement riche en enseignements. Cette période de restriction des déplacements nous donne l'occasion de découvrir Paris à travers le prisme de sa circulation. Le décor épuré de la capitale devient un prétexte pour redécouvrir le dessin de ces voies de circulation, mais aussi l'histoire qui les a façonnées et définit leurs usages au fil des siècles. Pour nous guider dans cette déambulation à travers le temps et l'espace, des historiens, des architectes, des urbanistes, mais aussi un chauffeur de taxi et des promeneurs. Leurs regards croisés de connaissances et d'expériences nous invitent à découvrir la relation intime qui lie les hommes à leur espace de vie et de déplacement. Alors, circuler, il y a tout à voir. Avec ses 37 ponts et passerelles, sans compter le réseau souterrain de métro, passer d'une rive à l'autre de la Seine est d'une évidence tout acquise aujourd'hui. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. De l'époque médiévale où Paris s'étendait dans l'espace où se concentre maintenant son centre historique, aux percées du centre de Paris menées au Second Empire, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis ont constitué, à plus d'un titre, un point de circulation stratégique dans la capitale. Le fleuve, pour les multiples exploitations dont il faisait l'objet, tant pour les besoins de la vie quotidienne que pour le stockage, le transport et le commerce de marchandises, faisait de ces deux îles et de leurs ponts un terrain propice à l'installation humaine et un passage obligé pour circuler d'une rive à l'autre. Cependant, au milieu du XVIIIe siècle, ces îles étaient devenues la cible des préoccupations hygiénistes. Elles concentraient tous les maux causés par la surpopulation. Habitats denses et insalubres, eau et air souillés, rues encombrées et sordides. Les maisons sur les ponts et leur destruction nous apportent un éclairage sur cette époque méconnue où le désencombrement de l'espace devient un impératif de salubrité publique, grâce à la circulation de l'air, mais aussi de recherche esthétique, grâce aux vues dégagées ainsi créées. Construire des maisons sur un pont, c'est d'abord un retour sur investissement. Construire un pont, ça coûte très cher, et donc il faut trouver un moyen de le rentabiliser. Deux solutions principales, soit on installe des péages au debout, ce qui est quasi infaisable dans une ville comme Paris, soit on construit des maisons de chaque côté de la rue centrale, dans lesquelles on va installer des habitations qui sont vendues, louées, et des commerces au rez-de-chaussée. Bâties depuis le XVIe siècle, les maisons sur les ponts constituent des ensembles d'architectures ordonnancées. Construites en pierre ou parfois en briques, elles partagent toutes les mêmes caractéristiques physiques. À l'extérieur, on trouve un rez-de-chaussée avec une boutique et parfois une arcade, 2 ou 3 étages carrés et enfin un étage dans le comble. Quant à l'intérieur, il se distingue par son étroitesse,
4 mètres de large, entre 8 et 12 mètres de profondeur. Malgré leur surface habitable exiguë, l'omniprésence d'humidité, mais surtout l'odeur pestilentielle remontant du fleuve en contrebas, habiter sur les ponts possède néanmoins quelques avantages non négligeables. On peut puiser de l'eau gratuitement, puisque bien sûr à l'époque on n'a pas l'eau courante, et donc on achète l'eau ou on va la chercher à la fontaine, mais comme de toute façon les fontaines sont alimentées par l'eau de la Seine, avec les pompes, eh bien quand on habite sur un pont, il suffit d'avoir un seau avec une corde, on descend le seau dans la Seine et on remonte, et on a son eau à domicile. Autre élément qui est lié tout en étant assez antinomique, on n'a pas besoin de fosse d'aisance. L'évacuation se fait directement dans la Seine. Et oui, parce qu'en fait, on boit l'eau de la Seine dans laquelle se retrouvent toutes sortes de déjections, mais les Parisiens finissent par y avoir l'estomac habitué. À cette époque, la capitale n'est encore pourvue que de quelques ponts. Circuler du nord au sud ou du sud au nord implique d'emprunter les lieux de passage obligés que sont devenus les ponts centraux de Paris. Piétons et cavaliers, carrosses et charrettes à bras, mais aussi les troupeaux d'animaux menés à la grande boucherie de Paris sur la rive droite, y affluent et y convergent pour former une circulation dense et lente. Si cet afflux constant de population qui se déplace au ralenti est un atout pour l'essor de l'activité commerciale des boutiques des ponts, le résultat est catastrophique pour l'écoulement de la circulation ainsi que l'hygiène de la rue. La rue du Pont, je le disais, a une circulation à la fois hippomobile et piétonne. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de trottoir, et ça c'est généralisé. Les rues de Paris n'ont pas de trottoir à cette époque-là. Ce sont donc des rues qui sont pavées, mais avec un ruisseau central, donc elles sont en pente convergente vers le centre. Donc les jours de grande pluie, ça c'est un grand classique de la littérature. Les ruisseaux gonflent, il faut poser des planches par-dessus pour pouvoir faire passer les dames sans qu'elles mouillent leurs chaussures et leurs robes. Et cette eau, elle va s'écouler non pas sous le pont, ce qui pourrait paraître logique, mais aux deux extrémités, puisque les ponts sont légèrement bombés. Tous les ponts parisiens forment des dos d'âne. On le voit d'ailleurs très bien, puisque aujourd'hui encore, le pont Marie, c'est le pont du XVIIe siècle. Alors, il n'a plus ses maisons, mais le pont, c'est le même. C'est un des rares, avec le pont Neuf, à être d'origine. Et c'est un pont qui est bombé en son centre. Au cours du XVIIIe siècle, on voit une évolution du regard porté sur ces ponts recouverts de maisons. Alors c'est une évolution qui est liée à plusieurs éléments. D'abord, il y a un élément esthétique. On veut démolir ces maisons parce qu'elles sont laides et qu'elles enlaidissent la capitale du plus beau royaume d'Europe, qu'est la France, bien sûr. Il y a une autre raison qui vient s'y ajouter et qui se combine avec cette première raison. Ce sont les nouvelles théories en matière d'hygiène, de médecine, qui sont portées par des médecins, mais aussi par des architectes, par des hommes de lettres, par des avocats, qui sont des théories plutôt aéristes. C'est-à-dire qu'on considère que l'air est porteur de santé ou au contraire de miasmes qui apporteraient des maladies. Et dans la mesure où on a un flux est-ouest induit par l'eau du fleuve, on considère que ce flux d'eau entraîne derrière lui un flux d'air. Avoir des maisons sur les ponts, c'est interrompre le flux d'air et c'est donc interrompre la qualité de l'air qui pourrait être amené aux Parisiens. Si pour les autorités publiques, la nécessité de détruire les maisons sur les ponts semble unanime, la décision de mise en œuvre du chantier prendra une vingtaine d'années. L'opposition des propriétaires, pour qui les enjeux financiers sont colossaux, sera un frein pour la ville qui n'a pas les moyens de les indemniser dans l'immédiat. En 1786, on démolit d'abord les maisons du pont Notre-Dame, la ville donne l'exemple en quelque sorte, et puis ensuite on va démolir les maisons du pont Marie, les maisons du pont au Change, et pas les maisons du pont Saint-Michel, parce que les propriétaires ont été sans doute plus actifs. Ils ont refusé de partir, ils ont dit « on attend qu'on ait reconstruit des maisons sur les nouveaux quais, on nous a promis qu'on nous relogerait, tant que c'est pas fait, on ne bougera pas ». Et la Révolution est arrivée, on a eu d'autres préoccupations, et donc les maisons du pont Saint-Michel sont restées sur le pont jusqu'en 1808. On a désormais une transformation complète de ces ponts parisiens à la veille de la Révolution, pour faire simple,
Les maisons disparaissent. Désormais, on va établir à la place des maisons des trottoirs, comme sur le Pont-Neuf, du reste. Sur le Pont-Neuf, dès le départ, on avait des trottoirs, on avait renoncé aux maisons. Des lampadaires pour l'éclairage et une vue imprenable sur la Seine. Au cours du développement de l'activité humaine à leurs abords, les boulevards sont devenus des axes incontournables de la circulation parisienne, mais aussi des repères sociaux et culturels. À l'intérieur de Paris, le boulevard est, depuis ses origines, une voie de circulation particulière. Étroitement liée aux grandes transformations physiques de la capitale, c'est au XIXe siècle que se précise la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Une voie de circulation large, rectiligne, et bordée d'arbres où la perspective est renforcée par l'alignement des façades et de leurs balcons. Afin de revenir à la configuration du boulevard dans sa forme originelle, il faut se pencher sur l'histoire du rempart de Charles V, édifié au XIVe siècle. D'abord constitué d'une levée de terre et progressivement aménagé de remparts de pierre, il recevra des bastions au XVIe siècle. Mais sous le règne de Louis XIV, le risque de guerre s'éloigne de la capitale et le destin de la fortification est voué à la démilitarisation. Le tracé de l'enceinte qui avait pour vocation de protéger Paris en l'enfermant devient, à la fin du XVIIe siècle, le point de départ d'un mode de circulation associé au loisir. Le nouveau boulevard, c'est donc un ensemble surélevé, puisqu'il va être sur les anciennes fortifications, avec 4 rangées d'arbres qui vont délimiter 2 espaces distincts. Au centre, ce qu'on appelle l'allée, qui va être réservée à la circulation des voitures. Et de chaque côté, encadrés chacun par 2 rangées d'arbres, les contre-allées, qui sont réservées à la circulation des piétons. L'ensemble, globalement, fait 30-32 mètres à peu près de large. On a 6 mètres par contre-allée, et donc une vingtaine de mètres pour l'allée centrale. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver sur la totalité du tracé, ou presque la totalité du tracé du rempart, qui est sur la rive droite, au nord. Au sud, la ville s'était très peu étendue, et donc on n'a pas réalisé ce rempart. Et donc les boulevards du sud, lorsqu'ils sont réalisés, suivent un tracé qui est totalement nouveau, et donc ne seront pas surélevés, contrairement au boulevard du nord. Dès 1670, le boulevard devient un lieu très prisé des Parisiens. Les initiatives d'entretien et d'aménagement de la municipalité font écho à l'engouement du public. En été, le revêtement du boulevard, qui est encore sablé et non pavé, est arrosé pour éviter les désagréments de la poussière. Des bancs sont installés entre les arbres des contre-allées afin d'admirer confortablement la vue sur la campagne qui borde Paris ou la vie qui s'anime dans l'allée centrale. Avec sa circulation mixte, le boulevard se distingue aussi des autres lieux de promenade parisiens. Dans les jardins publics, comme le jardin des Tuileries, seule la promenade à pied est autorisée et l'ambiance y est plus bon enfant. Mais au cours de l'arène ne se promène pas qui veut. Exclusivement réservé à la circulation en voiture ou à cheval, c'est le lieu de rendez-vous mondain de l'aristocratie où il faut être vu. Le boulevard n'est pas fermé. Y accède qui veut, au moment où il veut, avec qui il veut. Et donc, on a là une forme de démocratisation de la promenade qui est une nouveauté typique de cette fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Au milieu du XVIIIe siècle, l'engouement pour les boulevards ne tardera pas à attirer les personnes désireuses de profiter ou de mettre à profit les agréments procurés par ce lieu et la campagne toute proche. Non seulement les maisons vont gagner en hauteur, mais elles vont aussi gagner un accès direct au boulevard, au détriment de la sécurité des piétons, grâce aux fameuses portes cochères. Le boulevard se transforme inexorablement en rue,
Et comme toutes les autres rues de Paris, il sera soumis aux taxes de pavage et d'entretien dont il était exempté jusqu'alors, aux grandes dames des propriétaires. Le boulevard qui devient une rue sert aussi finalement de modèle à la rue telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce système dans lequel on a une division entre une partie centrale qui est réservée à la circulation des voitures et deux parties latérales qui sont réservées à la circulation des piétons, eh bien, c'est ce qui sert de modèle à la rue actuelle avec une partie centrale et deux trottoirs surélevés. À l'aube de la Révolution française, le tissu urbain de Paris se transforme. Alors que les vestiges persistants du Moyen-Âge tendent à disparaître ou se recycler pour laisser place à l'agrément procuré par les vues dégagées sur la Seine et la campagne des abords de la capitale, on assiste à la préoccupation grandissante des pouvoirs publics pour la circulation. Le 19e siècle qui s'annonce parachèvera de mettre en forme, à l'échelle de la ville, ces embryons de mutation où la circulation de l'air et la circulation des usagers tiennent une place fondamentale. Au XIXe siècle, l'essor démographique et économique de la capitale font de la rue parisienne un enjeu politique incontournable. Les transformations physiques et sociales dont elle fait l'objet ne sont pas propres à ce siècle. Mais la volonté impériale de donner à Paris un statut de capitale moderne et rayonnante sur le monde donne à ces transformations un caractère urgent et inexorable, où les mots de propreté, salubrité et fluidité deviennent indissociables d'un espace public qui se doit d'être maîtrisé. Le XIXe siècle est aussi une période où s'établit, au travers de réglementations durcies, une vision idéalisée de Paris où tout ce qui n'entre pas dans un cadre urbain policé ou encombre la circulation doit être rendu invisible. La préfecture de la Seine et la préfecture de police sont les administrations publiques qui ont, entre autres, la charge des aménagements et de l'ordre à Paris. Elles prolongent ou mettent en œuvre des mesures visant à faire coïncider sur le terrain les impératifs d'hygiène publique et de circulation des usagers avec une gestion rationnelle de l'espace public. Les solutions techniques et les réglementations qu'elles apportent contribuent à faire place nette dans la rue en la vidant de ses pollutions encombrantes. Mais simultanément, elles annoncent la décomposition, le déplacement si ce n'est la disparition de toute une couche sociale qui tire son existence de la rue et qui n'a alors plus droit de cité. L'espace public est alors pensé pour circuler. Au XIXe siècle, l'encombrement de l'espace public résulte de divers facteurs qui font néanmoins partie intégrante de la vie quotidienne des Parisiens. Les rues, souvent en terre, sont boueuses du fait du mauvais écoulement des eaux de pluie. Les troupeaux de bétail menés aux abattoirs, les chevaux, mais aussi les habitants y apportent leur lot d'excréments. L'espace public est aussi le théâtre d'une activité économique quotidienne, où des amuseurs de rue, des chanteurs, mais aussi des chiffonniers, des porteurs d'eau et des marchands à la sauvette participent à l'animation urbaine, mais aussi au fonctionnement de la ville, en fournissant l'eau aux particuliers et en la débarrassant de ses ordures ménagères. La rue est vraiment le support d'une activité intense qui est à la fois circulatoire, comme on l'a pu le voir, mais aussi une activité économique, sociale, de loisirs. Et tout ça, ça contribue à faire fonctionner Paris. Et c'est en fait indispensable au fonctionnement de Paris et à une partie des loisirs parisiens. Et puis, au XIXe siècle, ce qui va se surimposer à ce trafic, c'est l'augmentation de la mobilité individuelle. Parce qu'on va avoir un développement du véhicule individuel légèrement, mais par exemple du fiacre, qui est l'ancêtre de notre taxi. À partir des années 1830, toute fin des années 1820, le début des transports collectifs avec les omnibus. Et puis, quelques décennies plus tard, les tramways. Et donc, et encore dans les années 1870, les bicyclettes, etc. Et donc, on va voir cette circulation nouvelle s'ajouter à l'ancienne, sachant qu'on n'a jamais très bien su régler le problème de la circulation ancienne, celle du transport des marchandises, qu'on ne sait toujours pas régler aujourd'hui, d'ailleurs. C'est un problème sans solution depuis plusieurs siècles. À Paris, la mortalité causée par l'insalubrité
est la plus élevée de France. La voie publique devient le terrain de réflexion technique, esthétique ou sanitaire qui ont pour but sa transformation. Comment aménager les rues pour qu'elles puissent permettre d'écouler le trafic et puis qu'elles n'engendrent pas des coûts d'entretien trop élevés. Comment les aménager de façon à ce qu'elles contribuent à l'embellissement de Paris, puisque l'embellissement de Paris, c'est en quelque sorte un mot d'ordre qui va traverser tout le 19e siècle, mais aussi comment aménager les rues pour les rendre plus salubres. Donc on ne parle pas de pollution à l'époque, on va parler d'insalubrité, on va parler de corruption du sol, de corruption de l'air, on va parler de miasme, de méphitisme, mais tout ça, ça va engendrer toute une série de réflexions sur la transformation de la voie publique. Conscients des enjeux, les pouvoirs publics vont proposer et déployer des solutions afin de remédier aux problèmes persistants de la voie publique. La préfecture de la Seine sera en charge des aménagements physiques de la rue, tandis que la préfecture de police s'occupera d'en réglementer les usages. Du côté de la transformation physique, en fait, il faut mentionner l'importance d'un acteur urbain, d'un technicien urbain, qui est l'ingénieur des ponts et chaussées. Ces ingénieurs des ponts et chaussées, en fait, ils voient la ville, en quelque sorte, à travers le prisme des disciplines qu'on leur a enseignées, qui sont, pour beaucoup, la mathématique et l'hydraulique. Et donc, pour eux, organiser la ville, c'est organiser des flux et organiser des circulations. Une des premières solutions imaginées par les ingénieurs concerne le dessin du profil de la rue. En rupture totale avec le profil en chaussée fendue, où les eaux sales s'accumulent dans le caniveau central, on assiste, à partir des années 1830, au développement d'un profil de rue bombé en son centre. L'avantage est alors double. D'une part, les eaux s'écoulent dans les caniveaux latéraux, et d'autre part, la circulation et le croisement des véhicules sont facilités du fait de l'inclinaison de la pente qui écarte leur trajectoire. Dans l'idéologie de l'ingénieur, pour faciliter les circulations, il faut séparer les flux de nature différente. Les piétons marchent, s'écoulent en quelque sorte différemment des voitures. Donc, mélanger les piétons et les voitures, c'est créer forcément de l'encombrement et de la difficulté d'écoulement. Poursuivant leurs objectifs circulatoires, les ingénieurs, soutenus par les médecins, vont mettre en œuvre le projet d'assainissement de l'espace public. Désormais, équipés de bornes fontaines assurant la distribution de l'eau et d'égouts pour évacuer les eaux usées, les rues pourront être nettoyées efficacement. Les réflexions des ingénieurs se focaliseront sur le revêtement de la chaussée. Le revêtement des rues devra être confortable et silencieux pour les usagers et les riverains. Il devra aussi être esthétique pour participer à l'embellissement de Paris. Déjà largement utilisé, le pavé de pierre verra sa taille réduite. Le bitume, le caoutchouc, le pavé en fonte, le pavé de bois, le macadam viendront aussi recouvrir la voirie parisienne avec plus ou moins de longévité. La seconde moitié du 19e siècle voit la rationalisation de l'espace urbain poussée à son paroxysme. Le symbole le plus marquant de cette volonté est la mise en chantier, sous l'impulsion de Napoléon III, des grands travaux de modernisation par le baron Haussmann, alors préfet de Seine. Haussmann, et c'est le nom que retiendra l'histoire, sera l'artisan de la mission dont le but est d'aérer, d'unifier et d'embellir la ville dans le prolongement des principes et théories de ses prédécesseurs. En particulier, un des grands principes mis en œuvre par Haussmann, c'est la percée, qui est vraiment une manifestation de l'urbanisme haussmannien. La percée, donc, c'est la création ex nihilo, au sein du tissu urbain existant, de nouvelles voies de circulation. Ces voies de circulation, elles sont larges, elles sont droites, et donc elles répondent à tous les canons de l'ingénieur, puisqu'elles vont permettre d'écouler du flux. La physionomie de Paris en est transformée à plus d'un titre. Des quartiers sont rasés et des populations déplacées, alors qu'une nouvelle géométrie de la ville se dessine et se surimpose aux tracés existants. Et cette idée du réseau et de la ville comme étant finalement un ensemble de réseaux
qui doivent chacun être dotés d'une certaine performance, c'est vraiment emblématique de cette période. En imposant de nouvelles règles dans l'aménagement de la voie publique et en déployant des équipements techniques indispensables aux habitants, mais aussi à l'entretien et à la salubrité de la ville, Haussmann sera parvenu à embellir la ville. Au-delà des polémiques sur le coût et le financement des travaux pharaoniques de cet embellissement, ainsi que la spéculation immobilière qui l'ont alimenté, le nom d'Haussmann sera associé au rayonnement esthétique de l'architecture de Paris pour l'éternité. Cependant, quand on se penche sur les enjeux de circulation que l'imagination et la maîtrise technique des ingénieurs devaient solutionner, le bilan est en demi-teinte. Paris était encombré au début du 19e siècle et Paris est toujours encombré à la fin du 19e siècle. On va se mettre à parler plus de congestion que d'encombrement, ce qui marque bien le passage d'une vision de trop de choses dans la ville à un problème de circulation qui se fait mal. Malgré cette transformation profonde du réseau de voirie dans son aménagement, mais aussi dans son ampleur, avec ces fameuses percées qui sont larges, etc., on n'est pas arrivé à absorber tout ce surplus de trafic, d'autant plus que de nouveaux véhicules arrivent. C'est le regard perdu dans les vues dégagées et les perspectives où pointe la modernité que nous quittons le Paris du 19e siècle. Quand nous circulons aujourd'hui sur les grands axes, la fluidité du trafic semble appartenir à l'utopie. Cependant, circuler ne se limite pas à un déplacement fonctionnel dans un réseau structuré. Dans certains lieux subsistent, ça et là, des traces du passé, visibles ou secrètes, qui continuent d'accompagner nos déplacements dans le présent. Notre voyage circulatoire nous invite à les découvrir à pied. Le quartier des Halles est un point central de Paris, de par sa situation géographique, mais aussi pour le rôle de pôle d'activité et d'attraction humaine qu'il n'a cessé de jouer au cours des siècles. Ce cœur carré de Paris, qui s'étale aujourd'hui sur environ 41 hectares, est devenu indissociable de l'idée de carrefour, de croisement ou de nœud urbain et interurbain à l'échelle de l'Île-de-France. Avec plus de 40 millions de visiteurs chaque année et plus de 750 000 voyageurs en transit, on peut se faire une idée de l'enjeu que représente la circulation, aussi bien à la surface que dans la partie souterraine des Halles. Les réalisations architecturales du passé et du présent qui se côtoient sont autant d'invitations à poser un nouveau regard sur ce quartier. Leurs histoires et leurs fonctions au cours de l'histoire vont nous permettre de poser un nouveau regard sur les Halles du présent et d'ouvrir des pistes de réflexion sur ce quartier où l'enjeu de la circulation, organisée ou informelle, est multidimensionnel et soulève la question de la réussite ou l'échec des projets d'urbanisme menés pour la vie des résidents et des usagers. Alors, dans ce quartier où la circulation est largement piétonne, ralentissons le pas et laissons notre regard s'arrêter sur des détails invisibles, effeuiller les couches d'histoire déposées au fil des siècles sur les rues, les façades ou les monuments. Pour nous guider dans ce voyage, nous suivrons les fondateurs de l'association Promenades Urbaines. L'association des promenades urbaines, comme son nom l'indique, organise des promenades dans la ville. On va aller d'un endroit à l'autre, on va regarder, on va jeter un coup d'œil par-ci, par-là. On va être présent à la ville, on va être présent à la réalité directe et sensible de la ville. Alors pourquoi on le fait sur place? Parce que, au fond, on est aussi sur place, on comprend réellement, on est sur le terrain, on a le pied sur le projet. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des dialogues entre les participants et les concepteurs. Le quartier des Halles est bien plus que le centre géographique de Paris. Pour mesurer l'ampleur de son influence, il faut dépasser les limites du périphérique et suivre les lignes des RER Nord-Sud et Est-Ouest qui s'étirent en banlieue. C'est, si on peut dire, le grand Paris qui va pouvoir se croiser ici, rester, vivre. Donc, on est dans une sorte de point de convergence de toute la banlieue.
donc depuis une cinquantaine d'années maintenant. C'est une modification absolument phénoménale, non seulement pour ce lieu que sont les Halles, mais pour la ville de Paris elle-même. On est dans un centre névralgique. Déjà depuis le Moyen-Âge, les Halles étaient le centre nourricier de Paris. Cette fonction vitale pour les Parisiens a perduré jusqu'à la fin des années 60. Les pouvoirs publics décident alors la destruction des Halles de Baltard, voulue par Napoléon III au XIXe siècle, afin de permettre la construction de la gare RER souterraine. Le marché sera, lui, déplacé en banlieue, à Rungis. Pendant des années, subsistera un espace vacant laissé par le chantier. Il sera nommé le Trou des Halles et cristallisera le mécontentement de l'opinion publique, nostalgique des anciennes Halles et moyennement séduite par les projets d'urbanisme destinés à le combler. On a fait quelque chose, et ce quelque chose, c'était pour accompagner l'interconnexion, c'était une espèce de ville souterraine commerciale. Bah oui, avec des magasins partout, avec des passages, etc., etc. Les architectes de l'époque auraient bien aimé que cette ville souterraine ait son autonomie, son indépendance, mais qu'en même temps, elle ait un contact avec l'extérieur. L'histoire de la ville et des transformations de son cœur sont toujours présentes, sous nos yeux, sous nos pas. C'est souvent dans ces formes inattendues qu'elles peuvent se lire ou, à défaut, se déchiffrer. L'église Saint-Eustache, commencée au XVIe siècle et achevée au XVIIe, est un témoin vivant de cette histoire et de ses transformations. Son architecture est un mélange des styles gothique et roman, mais aussi Renaissance. La promenade et l'observation de la ville qu'elle permet peut aussi nous apporter de nouveaux éclairages et enrichir notre compréhension de tout ce qui lui a donné sa forme actuelle. La grande église Saint-Eustache, quand on se promène sur son flanc sud, on se rend compte que tout ça n'est pas en continuité. On se rend compte qu'il y a un angle. Si on revient au plan ancien, on se rend compte que l'église, elle n'a pas été construite toute seule sur un terrain vague. L'église a été construite même par la volonté du roi. Elle a été construite dans la ville, dans une ville qui avait déjà une forme, une structure. Et elle a été construite au bord d'une rue. La rue traînait. Étrange. Et donc cette rue était là. Et cette rue faisait un angle. Et on ne pouvait pas détruire la rue. Aujourd'hui, on exproprie, on aplanit, on nivelle. Enfin, non, là, à l'époque, non, la rue est là, on respecte la rue. Et donc l'église a suivi la rue. C'est-à-dire que dans sa forme d'aujourd'hui, existe une rue qui a disparu depuis bien longtemps, depuis si longtemps. Et à travers la perception de cet angle, c'est toute l'histoire de la ville qui se donne à voir. Mais attention, l'histoire de la ville comme celle d'un corps vivant dans lequel il y a interaction entre les différents éléments. Dans la partie souterraine des Halles, un réseau complexe de rues, de passages et de places permet la circulation des piétons. Réalisées par l'architecte Paul Chemetov, ces voies de circulation sont une invitation à vivre sans le savoir, une expérience urbaine où le passé résonne dans le présent. La Grande Rue du cinéma en est un exemple très parlant. Cette rue, avec sa hauteur sous plafond, ses multiples complexités architecturales et son système de lumières indirectes, parvient à recréer une ambiance urbaine très particulière. D'habitude, dans un centre commercial, on ne met pas des arcs. Il y a des espèces d'arcs qui se reprennent les uns les autres, etc. Enfin, c'est vraiment très étrange. Et je suis sûr, bien sûr, que Chemetov avait en tête cette complexité des voûtes de Saint-Eustache, ces arcs-boutants, ces ogives qui s'en vont dans tous les sens, et que, au fond, pénétré par cette présence intense de l'église Saint-Eustache en bordure des Halles, il a eu à cœur de vivre, non pas de copier, non pas d'imiter, mais de vivre avec Saint-Eustache en bas dans les Halles.
le contact entre la ville en surface et la ville en profondeur se fait dans l'intimité des formes. La présence discrète ou subtile d'éléments du passé qui continuent de vivre dans le présent ne se manifeste pas que dans les formes ou l'ambiance de l'architecture. Autrefois, au centre du forum, existait la place basse, qui était le lieu de convivialité où l'on pouvait s'arrêter pour se reposer et même pique-niquer. Aujourd'hui, sous la canopée, le patio Pina Bausch lui a succédé en devenant un nouveau cœur des Halles. Ici, à la jonction de la ville en surface et de la ville souterraine, se croise toute une population en transit. La pause a laissé place au cheminement, le repos au strict déplacement. Si la convivialité de l'ancienne place basse a disparu au profit du flux de passants dans le nouveau patio, son esprit se retrouve néanmoins tout près comme en résonance, autour de la fontaine des Innocents, qui a pris le relais du lieu dédié à la pause. Dans la chronologie de la transformation des Halles, la canopée des architectes Patrick Berger et Jacques Anziuti, achevée en 2016, tient une place toute particulière. Elle vient coiffer le nouveau forum en donnant au quartier en surface une identité empreinte de modernité et d'audace architecturale. Ce lieu qui tient techniquement, qui a été complexe à fabriquer, parce que vous imaginez que tout ça est posé sur la station de RER. Il y a eu des études très très complexes menées pour pouvoir avoir cette grande ouverture sur une centaine de mètres de large. Est-ce qu'en définitive, on a pu arriver à cette légèreté, à cette idée d'une sorte d'espace dans lequel on se sent comme sous un couvert de forêt? Oui, une forêt urbaine où la cime des arbres se mêlerait à celle des toits. Quand on circule sous la canopée, on ressent en effet peut-être davantage le poids et la complexité de la structure qui la soutient que le flottement d'un voile au-dessus de nos têtes. Malgré tout, notre regard prend de la hauteur et élargit notre vision vers deux horizons immédiats. Le poids des associations parisiennes, tout autour du quartier, des associations du quartier, ont été très importantes. Ils se sont battus et ils étaient impliqués dans le choix du projet. Par exemple, il était question à un moment d'avoir un projet qui soit plus haut. Mais naturellement, eux, les gens du quartier, ne voulaient pas d'un bâtiment haut pour que ça leur cache la vue. Et donc, ils ont choisi le projet le plus bas possible. Pris entre la volonté des pouvoirs publics et des acteurs financiers privés, mais aussi du désir exprimé par les citoyens et les riverains, le projet de la canopée n'a pas échappé au couperet du pragmatisme. La beauté aérienne sur papier du projet initial ne semble pas avoir trouvé un corps à sa hauteur. Le Forum des Halles se classe deuxième des centres commerciaux les plus fréquentés en France. Avec ses boutiques, ses restaurants, ses cinémas, sa piscine et ses centres dédiés à la culture, il semble ponctuer, si ce n'est dicter, le sens de la circulation des piétons. On n'imagine plus en déambulation, en promenade, mais surtout en flux. Et on réfléchit en flux. Et on va liquéfier, disons, on pourrait appeler ça, les flux le plus simple possible. La circulation des usagers, pensée en termes de flux, laisse peu de place à l'imaginaire. Avant tout, elle doit répondre à des impératifs fonctionnels de déplacement, mais aussi de sécurité. Et surtout de consommation. Et même le côté un peu labyrinthique est une chose qui est plutôt bien, puisqu'au fond, le côté labyrinthique là, ça vous fait un peu comme un jeu vidéo. On vous fait passer par certains endroits. Et se perdre dans un centre commercial, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'au fond, on va repasser plusieurs fois au même endroit, et donc à la fin, on va s'arrêter dans le commerce. Comme les Halles Baltard ou le Trou des Halles et l'ancien Forum, les Halles d'aujourd'hui ne sont qu'un épisode dans leur histoire. Cette promenade dans ce quartier central nous a permis de découvrir et d'emprunter le sentier où les traces du passé résonnent encore dans le présent. Elle nous a aussi montré que les expériences de la circulation sont multiples et que les impératifs des urbanistes et des architectes
devait composer avec les intérêts financiers ou résidentiels. Existe-t-il alors encore un espace pour circuler librement? Un chemin de désir pour s'évader des routes établies? Figure incontournable du paysage parisien, le taxi est un métier étroitement lié à la circulation et à la mobilité. Disponible en station ou au hasard d'une rue quand il est en maraude, le taxi et son métier ont fait l'objet de nombreux bouleversements. Cependant, depuis ses origines où il a supplanté le fiacre tiré par des chevaux, le rôle du taxi demeure inchangé. Celui de permettre aux usagers de se déplacer dans Paris, mais avec une particularité originale. Celle de s'affranchir des contraintes de posséder un véhicule ou de devoir trouver une place de stationnement, de monter et de descendre de voiture à tout moment, ou encore de n'avoir nul besoin de conduire ni de connaître son itinéraire. Le chauffeur se charge de tout, et vous circulez l'esprit libre. D'accord, on a tous en mémoire le souvenir d'un moment de contrariété quand il est impossible de trouver un taxi le vendredi soir, ou lorsque, les yeux rivés sur le compteur, le prix de la course grimpe inexorablement quand bien même bloqué dans un embouteillage, le temps s'est figé. Les anecdotes peu flatteuses ont la vie dure, mais pour autant, résument-elles toutes les expériences? Parmi les chauffeurs de taxi qui exercent ce métier, il en existe encore, et vous en avez sans doute rencontré, qui incarnent l'amour de ce métier. Le temps d'un déplacement, ils nous font voyager, nous transportent au-delà de notre destination. Loin des clichés, leur expérience quotidienne nous offre une nouvelle perspective sur la circulation, avec Paris en toile de fond. Il y a 17 ans, un jour où j'étais un peu en perdition dans ma vie, j'ai pris un taxi et c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Je n'ai aucune passion pour la conduite, mais en revanche, j'ai de la passion pour la ville. Conduire, pour moi, c'est juste utilitaire. C'est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible et de la manière la plus sécurisante. Mais justement, ça m'a aidé à ne pas me lasser du métier. Parce que si j'étais passionné de voiture et si je regardais la Formule 1 tous les dimanches et automoto, etc., je pense que je n'aurais pas fait long feu dans ce métier parce que j'aurais vu que les travers. Alors que là, quand tu travailles dans le taxi et que tu prends des clients, c'est un peu comme si tu promenais tes amis. C'est plus une balade payante, rémunérée, qu'autre chose en fin de compte. Alors pour être taxi parisien, il y a un examen à passer. Il faut connaître à peu près 180 rues par arrondissement, en sachant qu'il y a 20 arrondissements. Donc au bas mot, il faut pouvoir situer 3600 rues sur les 6650 rues à peu près parisiens. Donc à positionner sur une carte muette. Mais bon, rien ne vaut la pratique évidemment, parce qu'en théorie, connaître les rues sur un plan, c'est simple. Mais dans le réel, c'est pas du tout pareil. Donc pour un taxi parisien, il faut à peu près 2-3 ans pour bien intégrer les rues, etc. 2 endroits comme ça dans Paris qu'il faut absolument faire en tant que taxi, enfin je pense, c'est la place du Châtelet et la place de l'Étoile. Parce que c'est un peu comme le grand bain en fait. Parce que non seulement il faut avoir l'œil partout, enfin bon, c'est là qu'on apprend à avoir les réflexes et à avoir l'instinct de survie en tant que taxi. Paris, comme toutes les grandes capitales, n'échappe pas à la comparaison de jungle urbaine quand on évoque sa circulation. Toujours en chantier, avec le pic traditionnel du mois d'août, ces voies de circulation voient leur dessin se modifier constamment, leur signalétique recevoir de nouveaux codes. Parallèlement, le nombre d'usagers ne cesse de croître, gonflé par les adeptes du vélo et de la trottinette électrique, et doit apprendre à cohabiter dans un espace dont la taille ne varie pas. À l'époque où le GPS n'existait pas, on peut se demander comment faisaient les chauffeurs de taxi pour s'y retrouver. Pour cartographier la ville, c'est très simple. On a des repères. Généralement, les repères, ce sont ou bien les grandes places, ou bien les monuments,
ou un lieu de sortie qu'on a l'habitude de faire. C'est pour ça que moi, l'itinéraire, généralement, je pars toujours du 13e, étant donné que je suis un gamin du 13. Enfin, quand on roule dans Paris, il y a une chose qui est très étrange, enfin, surtout pour moi, c'est même en étant seul, sans clientèle, on est constamment deux, en fait. Il y a la ville et toi. Donc tu te sens vraiment... tu te sens jamais seul sur Paris. La circulation peut être bonne ou mauvaise. C'est Enfin, j'ai une vision de Paris un peu comme une personne... Enfin, quelqu'un avec qui tu as toujours vécu, quelqu'un de la famille. Oui, je suis un vrai titi parisien. Oui, Enfin, c'est vrai que Enfin, c'est l'atmosphère de Paris. Hein. Partout où je roule, enfin, j'ai toujours une émotion quelque part parce que ça me rappelle toujours des souvenirs, des anecdotes de vie. Un endroit où j'ai rencontré, je sais pas, la femme de ma vie, où j'ai été largué par une ex-femme de ma vie, enfin des choses comme ça. Mais c'est vraiment ça en fait. Et chaque taxi a un exemple, comment dire, a une référence par rapport à sa vie personnelle. Évidemment, dans Paris, en heure de pointe, c'est un enfer. Mais bon, ça tend à changer depuis que j'ai commencé. En 2003, ça roulait vraiment très mal. Maintenant, avec la politique de la circulation de la ville, c'est bien meilleur. Alors là, on part de la place du Châtelet et on va récupérer une artère qui était catastrophique à une certaine époque, c'est la rue de Rivoli. Et maintenant, enfin, ils ont sécurisé la voie de bus et taxi, ce qui est devenu beaucoup plus simple pour nous, en tant que professionnels. Pour fluidifier la circulation, l'amélioration ultime, ce serait d'interdire le centre de Paris aux particuliers. Ou alors de faire comme à Londres, de mettre un droit d'entrée avec un montant astronomique. Là, ça pourrait arranger pas mal de choses. Parce que non seulement au niveau de la pollution, mais au niveau du bien-être des Parisiens. Et de créer surtout des parkings, ça pourrait être pas mal. Parcours un peu touristique de tous les Anglais, puisqu'on prend le tunnel que malheureusement Lady Diana et Dodi Al-Fayed a pris pour leur dernier trajet. Et donc généralement les touristes, en parlant d'eux, me demandent souvent de passer par là. En plus, l'intérêt de la chose, c'est qu'en passant par le tunnel, le fameux tunnel de l'Alma, on se dirige automatiquement vers la Tour Eiffel. Vous savez, le petit monument qui est complètement inconnu du monde. C'est toujours émouvant, même si on a toujours connu la Tour Eiffel, de la revoir. On a l'impression de revoir une vieille amie. Donc voilà, on va arriver au pied de la grande dame de fer. J'ai l'impression qu'elle est un peu rouillée là au niveau du pied. Voilà, c'est sur un clin d'œil à une trace emblématique du passé, un temps voué à disparaître, que nous achevons ce voyage circulatoire dans Paris. Pendant le confinement, nous avons touché du doigt l'utopie d'un Paris sans voiture. Mais la remise en question de la liberté de circuler est vite devenue un poids trop lourd à supporter. La circulation est bien loin de n'être qu'un synonyme d'embouteillage auquel il est trop souvent associé. Circuler est un besoin vital, pas seulement pour l'économie, mais également pour notre art de vivre. Au regard de ce constat, il faut espérer que le débat sur la circulation, récurrent dans la vie politique et citoyenne,
saura prendre une nouvelle orientation. À l'image des voies sur berge, un temps symbole du tout-voiture dans la capitale, et qui sont devenues une rue piétonne en 2016, la seule certitude que nous ayons est que Paris se dessine encore, lentement, sous nos yeux.